Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler de la saison 2 de Kingdom. Pour rappel, Kingdom est une série sud-coréenne produite par Netflix qui se déroule dans un passé fictif dans lequel des zombies ont commencé à envahir tout le pays. Notre personnage principal est le prince héritier du pays qui galère à essayer de maintenir tout le monde en vie, d'autant qu'il doit également arracher le pouvoir aux mains de la reine et du père de la reine, un ministre cruel et corrompu. En clair, ça fait un sacré programme et le type a la pression. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la saison 1, je vous conseille de la regarder pour avoir un peu plus de contexte, et dans cette seconde vidéo, une fois n'est pas coutume et au risque de perdre tous les malheureux égarés ici, je vais commencer par la conclusion, histoire de vous dire rapidement ce que j'ai pensé de cette saison sans spoiler ni cette saison 2 ni la saison 1. Alors je dois admettre que quand j'ai commencé la saison, après un premier épisode qui démarrait assez fort, ça m'a pris quand même 2 épisodes pour vraiment que je sois aussi à fond que dans la saison 1, parce que cette seconde saison, bon, elle a encore de l'horreur zombiesque fun, hein, bien sûr, mais elle a aussi une ambiance plus sombre, plus pesante, et un accent qui est plus mis sur ses vivants que sur ses morts vivants. Cela dit, j'ai rapidement retrouvé mon enthousiasme, et après j'ai revu la série, et j'ai tout adoré lors de mon second visionnage. Visuellement, la série a des tas de nouvelles choses à proposer et elle est toujours magnifique, et même si à la fin il y a un personnage qui est introduit et qui pique ma curiosité et qui me fait espérer une saison 3, j'ai trouvé que cette saison 2 arrivait à une conclusion qui thématiquement était satisfaisante. Alors, il reste des questions en suspense sur la maladie, mais je tiens pas spécialement à avoir de réponse parce que pour moi, l'épidémie fonctionne en tant que métaphore et ça me suffit. Dans l'ensemble, cette saison 2 a été une franche réussite du coup, et je suis à la fois contentée et désireuse, curieuse d'en voir plus, ce qui, pour une œuvre, est, à mes yeux en tout cas, la meilleure disposition sur laquelle laisser son public. Ok, je vais commencer à parler réellement de cette saison 2 à présent. À la fin, il y aura une section spoiler et je vous avertirai, vous entendrez ce son très approprié et verrez ce subtil avertissement à l'écran. Avant cela, je prendrai soin de ne pas spoiler de choses importantes de la saison 2. En revanche, je vais partir du principe que vous avez vu la saison 1 et ne pas cacher les révélations qui y ont été faites. Donc si vous n'avez jamais regardé un épisode de Kingdom, je vous conseillerais d'arrêter la vidéo maintenant et d'aller d'abord regarder la saison 1 qui est franchement cool et réserve des surprises qui méritent juste de ne pas être gâchées. Sur ce, puisque tout est clair, let's go! La saison précédente s'était terminée sur un cliffhanger et surtout la révélation que les personnages s'étaient plantés depuis le début. L'activité des zombies ne dépend pas de s'il fait jour ou nuit, mais de la température. Ce qui les rendait immobiles, c'était la chaleur, et je les comprends, et ça veut dire qu'ils sont plus ou moins actifs selon les saisons. Or là, il se trouve qu'on est dans la période la plus froide de l'hiver, ce qui signifie 3 choses. Déjà que j'envie ces personnages, parce que plus il fait froid, plus je me porte bien dans la vie. Ensuite qu'on a le droit à des costumes hivernaux, alors pas énormément mais un peu quand même, et il se trouve que j'aime bien les costumes d'hiver dans les séries historiques. Et enfin, ça veut surtout dire que les zombies sont actifs tout le temps, il n'y a plus aucun moment de répit, du coup finalement j'envie pas non plus trop les personnages, parce que on va pas se leurrer, je survivrai pas une seconde à l'apocalypse zombie, j'ai pas la cardio pour courir vite ou longtemps, et j'ai pas non plus le talent de John Wick pour tirer dans la tête des gens. Le fait que les zombies sortent la journée aussi les montre donc sous un tout nouveau jour. Ils ne sont plus le monstre tapi dans l'obscurité, le croque-mitaine caché par la nuit, et ok, bon, les personnages sont déstabilisés par la révélation, mais ils ont quand même accumulé plus d'expérience avec les zombies. Il y a les recherches de Sobi aussi qui jettent de la lumière sur l'épidémie, et en clair, les zombies deviennent des ennemis de mieux en mieux connus. Alors, ils foutent toujours les boules, dans le sens où j'aimerais pas les avoir en face, et ils sont toujours une réelle menace pour nos personnages, mais on a perdu la peur de l'inconnu et on a perdu le stress du compte à rebours qui était créé par l'attente de la nuit dans la saison précédente. Donc c'est subjectif bien sûr, mais à mes yeux les zombies n'ont plus le même potentiel horreur et j'avais plus le sentiment de voir des personnages guerroyer contre une invasion finalement. D'autant que maintenant ils sont capables de prévoir les zombies et donc de monter des stratégies à base d'appâts et de diversion. Bien sûr, il reste quand même de l'horreur zombiesque. Bon, j'édite un peu pour ne pas la spoiler, mais par exemple, il y a cette scène. Et j'adore cette scène. Déjà, j'avais dit dans ma vidéo sur la saison 1 que j'aimais beaucoup l'utilisation des ombres pour créer le stress. Et là, on a une belle image bien cauchemardesque comme il faut. Et en plus, j'apprécie que cette scène confirme que les murs en papier contre les zombies, c'est pourri, ce qui signifie que j'avais raison et j'aime bien avoir raison.
Mais aussi, toujours sans vous spoiler, c'est une scène où quand les zombies apparaissent, la nuit tombe de façon très rapide et pas naturelle du tout, mais c'est pas un reproche, hein, c'était pas un souci, parce que à mes yeux, ça donnait ce sentiment que la nuit n'amène plus les zombies, ce sont les zombies qui amènent la nuit, le noir, la faim, tout ceci est très apocalyptique et très efficace aussi. En plus, dans cette saison, les personnages sont plus développés, donc j'étais d'autant plus attachée à eux, et j'avais encore moins envie de les perdre, donc je stressais pour eux quand même. Mais malgré tout, l'incertitude, la terreur et le malaise se situent plus du côté des vivants, à tel point que les épisodes 2 et 3 ne contiennent presque pas de zombies. Au début d'ailleurs, je pense que c'était ce qui m'avait embarqué un chouïa moins, parce que moi je voulais de l'horreur zombie fun, c'était pour ça que j'avais signé. Mais j'ai fini par apprécier ce que me proposait cette saison, parce qu'on reste dans l'horreur quand même, c'est juste qu'elle semble avoir été déplacée. J'ai mené des enquêtes très scientifiques sur la question, et après avoir bien analysé les données et pas du tout avoir tiré ces chiffres de mes fesses, j'ai décidé que dans la saison 1, l'horreur venait à 80% des morts et 20% des vivants, mais que ces pourcentages s'étaient inversés dans la saison 2. Dans la saison 1, on avait déjà vu comme les puissants de ce monde laissaient le peuple dans sa misère et n'en avaient mais alors rien à péter. Un bon exemple était le ministre Jo Hak-ju, qui était notre principal antagoniste vivant de la saison dernière, et qui faisait pression sur sa fille la reine pour qu'elle mette au monde un héritier, qui deviendrait roi, ce qui mettrait le pouvoir aux mains de son clan. Il faisait un antagoniste redoutable et sans merci, et cette saison on le retrouve égal à lui-même, mais Kingdom met aussi plus l'accent sur sa fille la reine. Tous les puissants se nourrissent du peuple, bien sûr, mais Jo Hak-ju et la reine ont quand même particulièrement du sang sur les mains. Jo Hak-ju, lui, il ne s'en cache même pas, et la reine, elle est à la recherche d'un nouveau-né mâle et a laissé pas mal de cadavres derrière elle. Et dans un sens, c'est un personnage dont on peut comprendre la rancœur, je trouve. Alors, elle a le privilège de la richesse, hein, clairement, et d'une position de pouvoir par rapport aux autres femmes de son époque, mais elle est aussi justement une femme à une époque et dans un contexte où c'était pas ouf. Elle a un père moins qu'affectueux et on lui fout la pression pour avoir un héritier, c'est à peu près ce à quoi on résume sa raison d'être. Mais le roi est bien plus vieux qu'elle et donc ça rend la chose compliquée, sauf qu'apparemment ça reste sa responsabilité à elle. Donc c'est pas la joie, mais bon, avoir la pression, c'est pas une excuse pour massacrer les gens et le personnage reste monstrueux et à certains égards même plus monstrueux que son père. Donc, pourquoi ? Déjà, il y a la question des victimes. Celles de la reine sont des femmes enceintes et surtout leurs nourrissons, et je sais pas si on peut trouver plus sans défense et innocent qu'un enfant qui vient littéralement de naître. Les voir enterrés à côté de leur mère, ça a quelque chose de particulièrement révoltant. Ensuite, il y a le jeu de Kim Hye-jun qui fait de l'excellent boulot. La reine a toujours l'air trop tranquille, elle ne trahit pas assez d'expression, donc elle met mal à l'aise. Et puis, il y a la mise en scène. Dès sa première apparition dans cette saison, la reine a une aura vraiment effrayante. Pour un peu de contexte, dans cet épisode 1, on avait vu et entendu plusieurs corbeaux. Parfois en gros plan, parfois de loin, parfois on les entendait juste. Ils ont été associés à la mort du peuple parce que ce sont des charognards après tout. Et d'ailleurs, je sais pas si je m'imagine des trucs, mais je trouve que lorsque les zombies courent en horde, les sons qu'ils font ressemblent aussi à des croassements de corbeaux. Juste avant l'apparition de la reine, on voit les cadavres de ses victimes, puis les corbeaux qui tournent dans le ciel, puis une porte. On a vu les victimes, les charognards, et on s'approche de la coupable. Ça commence par une image de corbeau, associée au peuple mort donc, pendu par les pattes, au-dessus d'une figurine placée là par une chamane, et petit à petit on nous révèle la chamane derrière le corbeau, et derrière elle, la reine. Elle est éclairée d'une lumière froide, le visage flou tel un mauvais esprit qui se cacherait derrière la chamane qui entre en transe. Après cela, on la voit de plus près, on voit mieux son visage, l'air froid, indéchiffrable, une moitié dans la lumière et l'autre dans l'ombre, un type d'éclairage récurrent dans la série. Je vais pas pouvoir vous passer toute la scène parce qu'elle est trop longue et que ça m'étonnerait que YouTube apprécie, mais je vais noter encore deux choses. À savoir que déjà, lorsque la chamane a sa révélation, son cri n'est pas sans rappeler celui des zombies, et je pense que c'est significatif parce que la reine se montrera très prête à utiliser les zombies. Et puis la scène se termine sur un mouvement de caméra qui fait sombrer le visage de la reine dans l'ombre, montrant de quel côté penche son âme. Et sur ce, parlons de cette histoire de visage à moitié dans l'ombre, à moitié dans la lumière. Le drama a l'air de beaucoup aimer ce type d'éclairage cette saison. À vrai dire, il en fait usage dès la première scène, alors bien sûr on avait déjà eu des visages partiellement cachés dans la saison 1, et puis c'est pas son unique méthode non plus, il en a d'autres pour cacher les visages, mais le lumière-ombre a l'air d'être sa préférée, et j'ai trouvé que dans cette saison ça arrivait vraiment souvent, si bien que je n'arrêtais pas de le remarquer. Or ça a du sens, parce que dans
dans cette saison, il est beaucoup question de l'ombre et la lumière qui se fight à l'intérieur des gens. Pour certains, un côté a déjà gagné, pour d'autres, la bataille est encore en cours, et je vais pas vous spoiler, mais en gros, cette saison, on a plusieurs personnages qui sont tiraillés entre d'un côté leur envie de bien faire, et de l'autre, d'autres besoins, d'autres envies, d'autres convictions dont ils ont du mal à se détacher, et bref, tout ceci a un sens. En tout cas, visuellement, j'ai trouvé que cette saison était tout aussi cool que la première. Bon alors, analyser le visuel, c'est pas ce que je fais de mieux, mais j'ai trouvé que la saison 2 avait pas mal de choses à proposer, même si parfois c'était juste des ralentis classe avec la musique hyper cool, qui faisait que je sentais monter la hype et me repasser la scène, même si parfois la scène en question durait 2 secondes. Et en parlant de hype, l'action est toujours aussi enthousiasmante, et le drama a toujours des tas de très beaux plans qui vont me rester à l'esprit un sacré temps. Alors par contre c'est con parce que mon préféré spoil, donc je peux pas vous en parler et je peux encore moins vous le montrer, mais pour le décrire vaguement, en fait c'est un plan large d'une forêt enneigée avec au milieu un élément noir qui ressort. Ceux qui ont vu le drama comprendront je pense. Les taches sur du blanc sont un autre élément récurrent dans cette saison, en particulier sur la fin parce que la série y habille beaucoup ces personnages de blanc, ce qui permet de faire ressortir les taches de sang sur leurs vêtements. Donc ça permet de voir les vêtements se faire de plus en plus rouges et de nous donner une idée de toute la violence qui a été traversée, et puis ça permet aussi de créer des contrastes entre les habits de certains personnages. Toujours sans spoiler, à un moment donné, on a un personnage à la tenue couverte de sang qui se retrouve face à un personnage dont l'habit est resté bien plus blanc, et il se trouve que on a d'un côté une âme teintée par les actes qu'elle a commis, et de l'autre une âme bien plus innocente, donc la couleur de leur tenue est significative pour la scène. Par ailleurs, le sang est un sujet important de cette saison 2, donc la série nous rappelle que le rouge est sa couleur en nous montrant du sang qui ressort bien, mais aussi d'autres manières. Par exemple, les femmes enceintes et leurs enfants sont enterrés sous des fleurs rouges, et lorsque des innocents sont menés à leur mort, une petite fille en larmes nous est montrée en rouge également. Le drama ne pouvait pas habiller les prisonniers en rouge, historiquement ça aurait pas fonctionné, donc la petite fille sert de symbole, et bref, rouge égale sang. Mais le rouge dans ce contexte, c'est aussi la couleur de la royauté, et le tout culmine dans l'image de la reine sur son siège rouge, toute de rouge habillée également, métaphoriquement drapée de son rang et de tout le sang qu'elle a sur les mains. Alors, ne l'oublions pas quand même, elle n'est pas la seule à avoir la robe tachée de sang et le visage semi-caché. Tout le monde a sa part d'ombre, c'est juste que chez elle, c'est particulièrement prononcé. Dans la saison 1 déjà, le mal profond était la cupidité, la soif de pouvoir et le manque de compassion des gens haut placés. Finalement, ce sont aussi des types de fins, et notre reine monstrueuse a juste particulièrement la dalle. Et parce que la saison 2 se concentre plus sur sa fin et sur celle de ceux qui lui ressemblent, il m'a semblé que le regard porté sur les zombies changeait légèrement. Alors, pas de façon dramatique, mais ça permet à la série de continuer à creuser ses thèmes, et évidemment c'est une bonne chose. Dans la saison 1, les zombies nous étaient déjà aussi un peu montrés du point de vue des nobles, qui pensaient d'abord à une révolte, ou qui se servaient du roi zombie comme d'une marionnette, et on pouvait voir l'épidémie comme une sorte de rétribution divine en quelque sorte, mais elle était vue comme une maladie, une peste, une dégradation des conditions de vie déjà déplorables du peuple, et il me semble que l'accent était plus mis sur ce qu'elle représentait pour ce peuple, à savoir la famine et la mort. Alors que dans la saison 2, il me semble que la série appuie plus sur ce que les zombies sont ou ont été pour les vrais puissants, à savoir une arme. Dans la saison 1, on savait déjà que l'épidémie était la faute de gens haut placés qui avaient utilisé une plante pour ressusciter le roi, mais dans la saison 2, on voit encore plus à quel point ils ont été sciemment utilisés. Ils sont des instruments et on a plusieurs images de zombies enchaînés ou emprisonnés. À vrai dire, dans la première scène de la saison, après le générique, on voit Joe Hakju, visage à moitié dans l'ombre à nouveau, qui pèse des vies humaines, avec sur la table en face de lui, les vies de ses soldats représentées par les figurines sur la carte stratégique et la plante qui ressuscite les morts. Donc on commence direct par nous dire que déjà tout ça n'a pas commencé avec le roi, et par l'image d'un noble qui réfléchit à comment utiliser cette arme. On notera du reste que Yi Chang, aussi meilleur soit-il que les autres nobles, ne se montrera pas lui-même au-dessus d'utiliser un zombie ou deux. Alors, dans des circonstances tout à fait différentes, donc c'est pas équivalent à ce qu'a fait Joe Hakju, mais c'est néanmoins un rappel que Yi Chang est tout à fait capable d'utiliser les mêmes armes que ses ennemis. Dans la saison 2, il ne révolutionne toujours pas le système, parce que la vraie révolution serait de carrément remettre en question l'existence même de sa position, mais il fait quand même un pas supplémentaire, et cette fois semble s'interroger sur s'il est la bonne personne pour le job ou pas. Parce qu'il continue d'ouvrir les yeux et de questionner des choses qu'il tenait pour évidentes avant cela. Un bon exemple serait l'importance qu'il plaçait sur le sang royal. Pour lui, il allait de soi que le sang royal avait une signification, mais cette idée est mise à l'épreuve, et on voit bien que les zombies, eux, ils en ont rien à péter, ils sont attirés par le sang de tout le monde. Et franchement, il a le même goût partout. En tout cas, j'ai bien aimé regarder évoluer le personnage de Yi Chang cette saison.
Et pas juste lui, tous les personnages sont un peu plus étoffés, et en particulier j'ai été ravie de voir que cette saison développait plus le personnage de Sobi, donc le personnage joué par Beduna. J'avais un peu regretté que Beduna soit sous-utilisé dans la saison 1 à mes yeux, mais dans la saison 2, comme on est plus dans la recherche et la réflexion après le choc initial, c'est l'occasion pour Sobi de briller, et dans une saison encore plus sombre que la précédente, elle est une lueur d'espoir. Parce qu'elle est le personnage qui fait avancer la connaissance de la maladie, et que la compréhension et le savoir sont la potentielle lumière au bout du tunnel. Et les personnages en ont bien besoin, et moi aussi, parce qu'il fait super noir dans le tunnel. Alors la saison 1 n'était pas une partie de plaisir non plus pour les personnages, hein, mais je m'y étais quand même pas mal amusée parce que je suis un monstre comme ça, alors que cette saison 2 est bien plus sombre, elle a un feeling bien plus apocalyptique. Je sais d'ailleurs que ça a dérangé certaines personnes parce qu'elles ont trouvé que c'était trop déprimant, et c'est vrai qu'on a l'impression de regarder l'obscurité s'étendre petit à petit sur tout le pays, ce qui est particulièrement bien exprimé en deux plans aériens qui m'ont beaucoup fait penser l'un à l'autre. Le premier sort de l'épisode 1, les vivants sont dans la partie éclairée et ils sont séparés des zombies par un mur. La lumière n'occupe pas tout l'écran, le noir a déjà pas mal fait son chemin, mais la moitié lumineuse semble quand même prendre plus de place. Le second plan sort du dernier épisode de la saison et on peut voir que déjà l'ombre a repoussé la lumière plus à droite de l'écran, mais aussi qu'il n'y a plus de mur pour protéger les vivants des morts. Le mur à présent, ce sont les vivants eux-mêmes qui essaient de repousser les morts et symboliquement de protéger la lumière qu'il leur reste. Et certes, l'ombre s'étend, mais néanmoins la lumière est toujours là, et la saison 2 a beau être sombre et réservée de gros coups durs, elle offre aussi son lot de victoires et l'espoir n'est pas mort. On dit après tout que la nuit est plus noire juste avant l'aube, bon en l'occurrence c'est pas gagné qu'il va y avoir une aube, mais c'est pas complètement cramé non plus et c'est l'essentiel. Aussi mis à l'épreuve soit Yi Chang, il est une potentielle autre lumière au bout du tunnel pour son pays, parce qu'il est parti pour être le prochain roi a priori et qu'il a appris pas mal de trucs dans ces deux saisons, donc on se dit qu'il ne fera peut-être pas que des conneries une fois qu'il sera sur le trône, parce qu'il sait à présent comment vit le peuple. D'ailleurs, dans la première vidéo, je vous parlais du manga. Alors pour rappel, j'appelle ça un manga parce qu'il a d'abord été publié au Japon, et son titre était Kami no Kuni, ce qui a donné Kingdom of the Gods en anglais, soit le royaume des dieux en français. Notez en japonais, je pense que ça pourrait aussi être un dieu, parce que Kami c'est pas spécialement pluriel, et en coréen c'est pareil. En coréen le titre c'est Shinye-nara, pardon je suis désolée pour la prononciation, donc Shin ça correspond à Kami, et c'est pas pluriel non plus. Le dieu dans le manga c'est la nourriture, c'est écrit dedans, hein, ce que le peuple vénère réellement dans ces temps de famine, ce n'est pas le roi, c'est la bouffe, parce qu'ils en manquent. Dans le drama, Yi Chang complète la citation lors d'un dialogue. Donc il s'agit d'un précepte tiré du livre des Han, un recueil de textes couvrant l'histoire de la dynastie chinoise Han de 206 avant Jésus-Christ à 23 après Jésus-Christ, et on peut y voir une explication au titre anglais du manga. Le royaume des dieux, c'est le royaume du peuple qui lui-même vénère la nourriture dont il manque cruellement. Et ça, c'est quelque chose que Yi Chang semble enfin avoir compris à présent. Sa nouvelle sagesse lui a coûté, mais tout ce qu'il a traversé a aussi fait de lui un meilleur leader. Alors bien sûr, ça veut pas dire que tout est gagné, et vous verrez bien les choix qu'il fait, mais en tout cas, perso, j'ai beaucoup aimé suivre son voyage, et j'ai apprécié son développement général. Sur ce les gens, là je vais rentrer dans les spoilers, donc si vous n'avez pas encore vu la saison 2, je vous dis au revoir maintenant, et je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et je vous dis à après l'apocalypse pour une prochaine vidéo. Ok, cette partie existe surtout parce que j'ai envie de parler de certains de mes plans favoris, et de la fin que j'ai vécue en 2 temps. D'abord, j'ai presque été déçue, et après j'ai changé d'avis. À la fin, Yi Chang rejette le pouvoir et décide de laisser son frère devenir le prochain roi. C'est un peu le geste ultime qui prouve qu'il a réellement changé pour le meilleur, mais en même temps, ça faisait 2 saisons qu'on voyait Yi Chang évoluer pour devenir plus digne de sa position, donc ça faisait un peu le même effet que si après le montage d'entraînement de Rocky, Rocky avait décidé de ne pas se battre finalement et avait dit « Oh finalement je rentre chez moi ». Je n'ai pas vu Rocky, donc je sais pas, ça se trouve c'est ça. Mais en même temps, Yi Chang est dans une position un peu impossible. Il sait qu'avoir 2 héritiers potentiels au trône, c'est un coup à créer des tensions, donc il faut se débarrasser d'un des deux, mais d'un point de vue émotionnel, il a pas envie de tuer le bébé parce que c'est le fils de l'épouse de son garde, et ça lui a déjà pété le cœur de perdre ce garde. Et moi aussi, ça m'a pété le cœur du reste, même si la scène était super jolie et a donné 2 de mes plans favoris de cette saison. Bref, il ne veut pas tuer le gosse, et puis en plus il se sent teinté par les actes qu'il a commis, la violence qu'il a traversée, et là on retrouve l'autre plan dont je vous ai parlé, où il est dans son habit tout ensanglanté, face à Sobi en robe bien plus blanche qui tient le bébé dans ses bras. Au final, Yi Chang décide de donner un nouveau départ à son pays en laissant l'enfant hériter du trône. A noter au passage que du coup, il met sur le trône quelqu'un qui n'a pas de sang royal dans les veines, et il rejette donc pour de bon cette idée que la naissance et le sang rendraient certains humains meilleurs que d'autres.
et ce faisant, il choisit le côté lumineux. Dans l'épisode 2, lorsque Yi Chang, empli de rage, était venu tuer Jo Hak-ju par vengeance et par haine, on l'avait vu être englouti par l'obscurité, mais lorsque dans l'épisode 6, il décide d'épargner le nouveau-né et de sacrifier sa position, on le voit au contraire entrer dans la lumière. Alors, comme il a décidé de se faire passer pour mort, on peut y voir l'idée aller vers la lumière qui est liée à l'idée de mort, mais aussi il s'est défait de ses ambitions et c'est son côté lumineux qui a gagné. Finalement, c'est aussi une grande victoire et j'ai dépassé ma déception initiale. Et puis on notera aussi que toute la scène où Yi Chang hésite à tuer le bébé puis décide de l'épargner se déroule dans une pièce consacrée à honorer la mémoire des souverains, donc ça rajoute à la symbolique que Yi Chang se détache de la famille royale et du pouvoir, laissant derrière lui un nouveau départ pour son pays. Cela dit, le nouveau prince héritier est peut-être un nouvel espoir pour Chosun, mais ça ne vient pas sans avertissement. À la fin, on découvre que lui aussi est contaminé par le ver de la maladie. Il avait été mordu, mais Sobi l'avait jugé non infecté, son explication étant un cerveau pas encore assez développé, et on peut mettre ça dans le contexte du ver perçu comme métaphore pour l'avidité. Yi Chang notait que ce ver était tout petit, vraiment petit pour quelque chose qui a quand même failli mettre à genoux un pays entier, mais le ver de la cupidité et de la corruption dans le cœur d'un homme, un homme puissant, peut suffire à faire pourrir une nation, d'autant qu'on parle rarement d'un seul cœur. Le roi bébé était peut-être trop jeune pour ressentir la soif de pouvoir, mais il pourrait succomber au même appétit, au même ver en grandissant, et voir ce ver agir donc comme un rappel que le cœur des hommes sera toujours corruptible et que pour s'assurer que le roi ne succombe jamais à la maladie, il faudra qu'il soit entouré des bonnes personnes et que ces personnes veillent au grain. Certaines maladies ne disparaissent pas, elles ne font que dormir, et on voit bien que dans le pays, il reste encore également des zombies et des plantes des morts qui menacent de faire repartir l'épidémie à tout instant. Thématiquement, c'est une conclusion que je trouve très satisfaisante, reste juste la sorte de cliffhanger qu'est Ashin qui me rend effectivement curieuse, mais sinon, je suis satisfaite. Alors je dois admettre que quand j'ai commencé la saison... Bref, j'ai beaucoup aimé, et si vous n'avez pas encore vu Kingdom, je vous recommande la série à nouveau. Et sur ce les gens, c'est la fin de cette vidéo, alors je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et je vous dis à après l'apocalypse pour une prochaine vidéo.